qu'il aborde aujourd'hui, peut-être pour des cérémonies traditionnelles ou alors des fêtes. Joël est styliste. Sa nouvelle inspiration, découper l'étoffe de la lignée royale sous différentes coutures. Si les gens le portent davantage, ça donnerait autant de travail aux artisans. L'original, automatiquement, il coûte plus cher que toutes les autres variétés. Parce qu'en même temps, il est rare, il est fabriqué de manière très délicate. Il y a 3 ans, une grande maison de couture en France s'est laissée compter l'Odyssée Ndop. Fier d'appartenir à un peuple, à une nation, le Cameroun. Comme un nouveau message décrypté entre les fibres du Ndop. Les triangles et les losanges ne sont pas spécifiquement à domicilier dans la culture des gratte-fils. Donc tous les peuples du Cameroun peuvent se revendiquer de cette culture-là. Il y a comme une sorte de revendication identitaire. C'est une sorte de résurgence. À chaque citoyen de faire sien ce message au-delà du port du tissu. Autre spécificité de cette unité nationale au Cameroun, c'est notre armée. L'armée et la nation en symbiose, contrairement à d'autres pays, une synergie qui se manifeste par l'implication de la grande muette dans le bien-être quotidien des populations. Allons voir le cas dans la région du Sud-Ouest où la mission des forces de défense va bien au-delà de la protection des biens et des personnes. Le 6e bataillon d'intervention rapide, par exemple, vient de réhabiliter 3 ponts semi-définitifs détruits par les sécessionnistes. La rétrocession de ces ouvrages, c'est dans ce reportage de Stéphane Talla, CRTV Sud-Ouest. Ce pont en bois ainsi que 2 autres au village Kéchan dans la Magnou avaient été détruits par les séparatistes. Les 3 infrastructures sont aujourd'hui réhabilitées et remises à la disposition de ce village par le 6e bataillon d'intervention rapide. Nous sommes présents et nous allons continuer avec d'autres actions. Également au chevet et au service des populations du Sud-Ouest, la 21e brigade d'infanterie motorisée. Nous avons par exemple été au centre régional de DDR où nous avons offert du matériel de lutte contre le Covid-19. Les localités de Bokwango, Eshobi, Pendamboko, Yoke, Bouba, Bakassi et tout récemment Dieni, entre autres, bénéficient de la bienveillance des forces de défense et de sécurité. Nous sommes venus avec ce petit package pour faire les consultations gratuites et une distribution de médicaments, faire des dépistages d'hypertension artérielle, de diabète. Le calme progressif observé dans le Sud-Ouest actuellement trouve en partie son origine dans la force du lien armée-nation. À présent, la suite de notre série Bilan sur le processus de décentralisation dans la réalité quotidienne des Camerounais. Désormais, le bilan, c'est pour les 100 jours des conseils régionaux et pour la toute première année des nouveaux conseillers municipaux. Escale ce soir dans la région du Nord-Ouest. Là-bas, l'Assemblée régionale a déjà pris ses marques, tout comme la mairie de Bamenda Centrale. Le regard de Laurent Chissoukbe. En 100 jours, ces actions sur le terrain restent toujours attendues par les populations. L'Assemblée régionale du Nord-Ouest, au-delà des travaux de planification et de maturation de ces actions à mener, a bénéficié entre-temps de plusieurs ateliers et séminaires de formation de ses membres sur l'élaboration du budget et l'appropriation du Code général sur les collectivités territoriales décentralisées entre autres. Nous souhaitons effectivement que dans toutes les actions que pose l'Assemblée régionale, on doit voir, tout le monde doit voir effectivement la statut spécial. Des actions beaucoup plus visibles sont à mettre à l'actif de la mairie de Bamenda. En un an, l'exécutif municipal peut déjà compter ses réalisations. Il y avait trop des ordures partout ici à Bamenda. Les ordures ne sont plus là. Les enfants n'aillent pas à l'école. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui aillent à l'école. On était sur le terrain, Bamenda 1, Bamenda 3, Bamenda 2, pour abaiser la population avec certains trucs comme du riz, huile de table, du sel et beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que ces 3 aspects. Le champ est beaucoup plus large.
Il y avait les gens des motocyclettes, on a organisé ces secteurs. Aussi, il y avait les bus qu'on a mis à la disposition de la population. Au cas de Covid-19, je peux vous dire qu'on a travaillé dans les écoles, les hôpitaux, dans les rues. L'Assemblée régionale du Nord-Ouest ou la mairie centrale de Bamenda visent toutes deux le bien-être et l'épanouissement des populations. Leurs actions devraient pouvoir contribuer progressivement à la résolution de la crise sociopolitique qui gangrène l'économie de la région. 30 000 masques pour tordre le cou à la pandémie, le don du président de la République, son Excellence Paul Biya, aux communautés musulmanes, protestantes et catholiques. Il s'agit de renforcer sur le terrain le dispositif anti-Covid-19 dans les mosquées et les églises. Le don, c'était hier lundi. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a remis des lots hier aux destinataires à raison de 10 000 masques par communauté religieuse. Le reportage de Agnès Solange à Bessolo. 10 000 masques par communauté religieuse à partager avec les fidèles. Il est question de limiter la propagation du coronavirus pendant les célébrations à venir. Les imams saluent cet autre geste de solidarité du président de la République envers les citoyens. Toutes les mosquées vont respecter, sur l'ensemble du territoire national, vont respecter les mesures barrières. Et que dire, sinon remercier particulièrement le chef de l'État qui s'est toujours soucié de ses citoyens. Du pain béni pour l'archidiocèse de Yaoundé. Pour la prochaine fête de l'Assomption, il va falloir réduire le nombre de chrétiens dans les paroisses. J'ai pris conscience que la situation est grave et qu'il va falloir de nouveau descendre dans les communautés pour sensibiliser les fidèles et leur dire que nous avons peut-être vaincu une première partie, mais le Covid n'a pas dit son dernier mot. Réduire le nombre de chrétiens dans les paroisses, l'une des mesures barrières pour renforcer la sécurité des chrétiens protestants également. Nous sommes restés très rigoureux, réduire le nombre de participants, augmenter le nombre d'offices dans les paroisses, exiger le port obligatoire du masque, se laver régulièrement les mains. Ramadan et Assomption, ce sera donc dans le strict respect des mesures barrières. Lutte contre la pandémie, c'est notre spot habituel, mais je l'aperçois qui est calé. Vous pouvez y aller, la réalisation. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le message du chef de l'État réitéré qui nous conduit ce soir à parler de la décentralisation dans cette lutte contre le coronavirus. Nous allons vivre la prise en charge de la pandémie à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. La structure allie la santé de la reproduction et la prise en charge du Covid-19. Les patients, ce sont des femmes enceintes et des enfants. État des lieux, c'est avec Évariste Yenga, notre reporter et son invité que nous retrouvons donc à Douala encore ce soir. Bonsoir Évariste. Adèle, bonsoir. Ce soir encore, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala nous ouvre ses portes et nous recevons le professeur Émile Boudou, directeur général de cette formation hospitalière spécialisée sur les questions de reproduction. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Yenga. Vous occupez spécifiquement des questions liées à la reproduction. Mais est-ce qu'il arrive que vous ayez des cas Covid-19 sous la main? Bien entendu, M. Variste. L'hôpital gynéco-obstétrique est dédié aux soins de la mère et de l'enfant. Et donc, naturellement, nous soignons beaucoup plus les femmes en âge de procréer. Mais nous sommes aussi en centre de prise en charge de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Comment cela se passe pour ce qui est de la prise en charge Covid-19?
La prise en charge se fait lorsqu'un malade est diagnostiqué. Nous allons le prendre en charge. En fait, je voudrais peut-être expliquer que selon les instructions du ministre de la Santé, l'hôpital gynéco-obstétrique a été désigné comme étant le centre de prise en charge de Covid-19 pour les enfants et les femmes enceintes. Donc nous recevons de façon spécifique tous les cas qui sont détectés en périphérie. Mais hormis cela, nous avons un centre de prise en charge des cas graves de Covid-19 à cause de notre infrastructure qui permet de façon non spécifique de traiter tous les autres malades qui sont graves et qui souffrent de Covid-19 à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique. Merci à vous, professeur Émile Boudou. La prise en charge, elle, n'a pas connu de coup de frein depuis le début de la riposte dans cet hôpital. Vous l'avez noté, femmes enceintes, les enfants et aussi certains cas graves sont pris en charge dans cette formation hospitalière. Merci Évariste et merci à votre invité, monsieur le directeur général. La suite du journal avec ce chiffre, 160 000 tonnes, c'est le déficit de la production d'huile de palme au Cameroun. Le défi maintenant pour les acteurs de cette filière, c'est de résorber ce gap pour assurer une autosuffisance pour les industries et pour les ménages. Mais il faudrait encore réorganiser la filière et les producteurs. Mais comment y parvenir? Réponse dans cette enquête de Oswald Modon. La production de l'huile de palme au Cameroun voit rouge et c'est une constante ces dernières années. Avec un déficit structurel estimé à 160 000 tonnes, les voyants sont loin d'être au vert, puisqu'il est calculé sur la base de 50% des capacités des entreprises de production. Avec une demande de plus d'1 million de tonnes d'huile de palme par an, en comptant avec les besoins industriels, le Cameroun est encore bien loin du compte. À date, la production reste faible. Environ 265 000 tonnes d'huile de palme brute sont disponibles chaque année sur le marché camerounais. L'espoir repose sur les mesures prises en amont pour l'approvisionnement dans un premier temps du marché local. L'importation pourra alors se tourner vers les pays de la zone de libre-échange continentale africaine, avec une capacité de 100 000 tonnes. L'autre éclaircie viendrait probablement des petites unités de transformation locales. Il faut par ailleurs favoriser l'accès à la terre aux petits producteurs, encourager la mécanisation, favoriser la mise en œuvre des nouvelles variétés au rendement amélioré, mais aussi attirer de plus en plus de jeunes. Toutefois, la solution la plus efficace réside dans l'augmentation des capacités réelles des industries disponibles. Il faut ce qu'il faut pour faire bouger un curseur longtemps bloqué sous la barre des 50%. Le Cameroun des affaires à la conquête de la Turquie, ce sera du 10 au 13 juin à Istanbul. C'est le Forum africain sur l'investissement. En prélude à cet événement, l'Association des nouvelles femmes dynamiques échangeait ce mardi sur les stratégies pour une représentation honorable du Cameroun à ce forum. Pierre Binambarga. Le Cameroun des affaires va à la conquête du monde. Le Forum africain sur l'investissement en Turquie va rassembler plus de 3000 chefs d'entreprise venant des 4 coins du monde. Les opportunités d'investissement au Cameroun, c'est surtout ça le plus important pour que nous puissions tirer le maximum de bénéfices, n'est-ce pas, de notre coopération avec la Turquie. Pour le succès efficient du Cameroun à ce rendez-vous gagnant-gagnant, les nouvelles femmes dynamiques, encadrées par le ministère du Commerce, balisent le terrain. Nous voulions bien que ces hommes d'affaires partent et nous rapportent ce qu'on appelle les investisseurs femmes pour les futures industries. Une mairie, celle d'Afan Lumdan Lamoufou Famba, annonce déjà sa participation. Il faut sortir pour aller chercher les grands projets, les investisseurs pour venir investir parce que j'ai un foncier énorme qui peut porter plusieurs projets. Le Cameroun ira donc en Turquie pour proposer grand, voire grand, afin de réaliser grand. Visiblement, il n'y a pas d'état de grâce pour le nouveau Lamido de Garoua. Voici ses premières actions, à peine choisies hier lundi par la majorité des grands notables. Ibrahim El Rachidine conduisait ce mardi la grande prière de fin de l'exégèse du Coran. Ses premières recommandations aux fidèles musulmans, c'est dans ce reportage de Claver Pascal Ndanga à Garoua. Des prières et des invocations à la grande mosquée du Lamida de Garoua pour marquer la fin de l'exégèse du Saint-Coran. Un moment de spiritualité qui a permis aux fidèles musulmans de raffermir davantage leur foi en s'adonnant à la lecture quotidienne et intense du Coran, mais aussi aux actes d'adoration. C'est le moment de rééditer ces mêmes habitudes et de ne pas divorcer avec le Coran.
de prendre le Coran comme une coutume, pas seulement pendant les périodes du Ramadan, mais aussi après la période du Ramadan. Pour cette première sortie du genre qui s'est muée en un moment de communion, le Lamido de Garoua a invité les populations à jouer pleinement leur partition dans les efforts de préservation de la paix, mais surtout la lutte menée contre la pandémie du Covid-19. Cette prière de fin de l'exégèse du Saint-Coran s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, au rang desquelles le préfet du département de la Benoué, Oumar Ouaman Wabi. Et dans la suite du journal, cette annonce, la fête du Ramadan 2021, ce sera jeudi 13 mai après-demain. L'annonce est du porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire qui précise que la lune devant marquer la fin du jeûne de Ramadan n'a pas du tout été aperçue ce soir sur l'étendue du territoire national. Donc la fête du Ramadan 2021, ce sera jeudi. Et ce mardi, la communauté musulmane du quartier de la Cité Verte, ici à Yaoundé, a bénéficié des dons de 700 kits alimentaires d'une valeur de 8 millions, du riz, de l'huile et des pâtes alimentaires, un geste du programme national de la Zakat ul Fitr. C'était ce jour-ci. Michel Renaud, Anja. Pour une fin de jeûne en toute pureté, le programme national Zakatul Fitr a opté à alléger la souffrance des nécessités. Nous collectons ces aumônes à travers les fidèles musulmans. Et une fois collecté cet argent, nous procédons à l'achat de denrées alimentaires que nous conditionnons. Ainsi, plus de 700 kits contenant du riz, du savon, de l'huile et des pâtes alimentaires ont été distribués ce mardi à la Cité Verte aux personnes démunies. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce paquet et je remercie les gens qui ont mis la main pour donner ce paquet. Et grâce à ce paquet, on va pouvoir bien finir ce Ramadan qui a commencé dans les moments difficiles. Cette activité, qui est à sa 9e édition, s'inscrit parmi les piliers qui fondent l'islam. Fête du Ramadan 2021, jeudi 13 mai, mais aussi ce sera la fête de l'Ascension du Christ pour les chrétiens. La fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques, elle marque la montée de Jésus-Christ Sauveur au ciel, un grand moment de solennité dans les églises et les temples pour les prières. Les fidèles catholiques et protestants vont se retrouver ainsi à travers le monde. La suite du journal avec l'ouverture ce mardi de l'atelier de formation de 25 magistrats sur l'entraide judiciaire. C'était à l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM. La formation est organisée par l'ambassadeur de France en partenaire avec le ministère de la Justice et l'ENAM justement. L'objectif, adopter les bonnes pratiques, les bonnes attitudes et aptitudes pénale pour les temps actuels. Le reportage de Nadège Mba, Emma. Dans un monde global, il faut pouvoir rendre justice et pour ça, il faut s'entraider mutuellement. C'est dans ce cadre que 25 magistrats participent à un atelier de formation sur l'entraide judiciaire à l'École nationale de magistrature. C'est extrêmement important de bénéficier de l'expérience des experts français qui viennent discuter avec nos experts à nous pour échanger, pour mutualiser leurs connaissances et pour que cette tradition se perpétue. Une formation interactive en partenariat avec le ministère de la Justice et l'ambassade de France. Ce qui est important, je crois que ça a été dit par le ministre, c'est une relation entre professionnels. On n'est pas dans une école, il y a un expert français qui vient partager avec des experts camerounais sur quelque chose qui fait l'actualité aujourd'hui, qui est l'entraide pénale internationale. Pour le directeur général de l'ENAM, la pertinence de ce séminaire de formation, fruit de la coopération entre le Cameroun et la France, n'est plus à démontrer. Le personnel méritant de Camtel Cameroun Telecommunications récompensé des awards pour célébrer l'excellence au sein de cette entreprise à l'occasion de la 135e Journée internationale du travail le 1er mai. Marie-Gabrielle Mfeugue à Douala. Pour la première fois au Cameroun, c'est la célébration de la performance au club Camtel Bépanda. L'événement qui vise à valoriser les employés de Camtel
À l'occasion de la 135e édition de la Fête internationale du travail, l'événement qui se déroule simultanément sur l'étendue du triangle national vise à valoriser l'employé de Camtel avec la remise des awards. Les dites récompenses concernent les employés encore en service ainsi que ceux qui vont à la retraite pour le travail bien accompli. Merci beaucoup à Dieu pour me donner cette force. Et le directeur général, pour tout ce qu'il a fait pour moi, et le Cameroun. La célébration de la performance dans la ville de Douala a de nombreux enjeux. Une ville qui sert de levier de communication entre la Cameroun Telecommunication et ses agents. Nous avons décidé dans le nouveau management de Camtel de donner à César ce qui est à César. Les employés sont la meilleure ressource d'une entreprise. L'émotion est très grande. Je suis très émue surtout de reconnaître que mes pairs, dont les autres assistants de direction de la Cameroun Télécommunications, ont porté leur dévolu sur moi. Selon Madame Judith Yassonde, épouse Achidi Achou, directeur général de la Cameroun Télécommunications, il est nécessaire d'encourager le culte de l'effort. À cet effet, les primes aux travailleurs méritants oscillent entre 1 million de francs CFA et 15 millions de francs. Le rendez-vous a été pris pour 2022 pour une autre célébration de la performance. La page des sports et un autre ultimatum en perspective de la CAN 2021. 5 mois pour livrer le stade principal du complexe sportif d'Olembe. Le délai fixé par les émissaires de la CAF présent ce mardi sur le site aux côtés du ministre des Sports. Germain-Noël Essengue, chose vue. 16 agrafes vont accueillir les écailles de pangolin. Un revêtement extérieur qui va très bientôt changer la physionomie de l'ouvrage. À l'intérieur, la pose des enduits et la couverture du plafond sont effectifs. Espace média et studio TV sont prêts. Sonorisation et éclairage fonctionnels. La piste d'athlétisme n'attend plus que du tartan. Le centre commercial subit déjà le carrelage du sol et l'habillage des murs. Nous avons été frappés par le niveau d'exécution optimal des recommandations que nous avons eu à faire lors de notre dernière visite. Et le cap est maintenu dans la mesure où nous avons relevé une croissance relativement exponentielle des effectifs d'ouvriers. À ce jour, 788 hommes se déploient sur le site où Makil annonce la possibilité des premiers matchs en août prochain. Samson Adamou, le chef de mission CAF, a recommandé que tout soit livré en fin octobre. Au menu aussi, des échanges sur le tirage au sort annoncé pour le 25 juin. Le Cameroun propose le palais polyvalent des sports de Yaoundé, sa meilleure offre pour l'organisation de cet événement. La CAF souhaite qu'ils connaissent le même succès que celui organisé en 2019 au pied des pyramides égyptiennes. Le défi est lancé. Le ministre des Sports qui installait par ailleurs l'un des maillons essentiels de l'organisation du championnat d'Afrique des nations de handball senior dames. Ce sont les membres du comité d'organisation locale de cette compétition installés ce mardi. Leur mission, c'est dans ce reportage de Georges Marcel Messila. À environ un mois de la compétition qui démarre le 9 juin prochain, les membres des comités de supervision et d'organisation ainsi que ceux des 12 sous-commissions devront immédiatement se mettre au travail. De leur enthousiasme et de leur engagement dépend la bonne organisation de l'événement que le Cameroun accueille. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui présidait la cérémonie d'installation a rappelé à tous que le Cameroun s'illustre comme une terre de prédilection pour les événements sportifs d'envergure et que chacun des membres devrait garder à l'esprit tous les aspects qui concourent à la réussite de ce rendez-vous du handball africain. C'est avec beaucoup de sérénité que nous entrevoyons cette épreuve qui sera certes très dure, mais je crois que nous sommes en mesure de rassurer les Camerounais sur la bonne organisation de cette compétition. Bien avant l'officialisation de ce mardi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé,
Toutes ces commissions opérationnelles étaient déjà en œuvre, mettant ainsi toutes les chances de leur côté pour un 24e championnat d'Afrique de handball senior dames réussi. Et voilà qui met un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Étienne Pascal Azegueux et Augusta Ngononga. Un autre journal tout à l'heure, ce sera à minuit avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Pour l'immédiat, retrouvez Séverin Alégambélé et le magazine Entre les lignes. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains